Je n'ai que 55 minutes. Et bien pendant 55 minutes, je vais être désagréable. C'est vrai, j'en ai marre. À chaque fois, je vous dis, soyez la version la plus grandiose de qui vous êtes. Il y en a marre. Faut aller à contre-courant. C'est bien aussi parfois d'être la version la plus petite merde de qui tu es. Non, mais franchement, le développement personnel, c'est sympa, mais parfois, t'as envie d'être con. Et vous allez voir que la vérité, pour être con, t'as besoin de rien faire. Je crois que d'être con est un état naturel. C'est comme les mauvaises herbes, ça pousse naturellement, t'as besoin de rien faire. Être con, c'est pareil. Non, vous avez remarqué que pour être quelqu'un d'ordinaire, il faut faire des choses extraordinaires. Pour avoir un corps à peu près normal, il faut souffrir. Si tu ne souffres pas, venez, prenez ma place, c'est pas de problème. Non, ça renvoie à une chose, c'est que c'est vrai que toute cette histoire, tout cet environnement de développement personnel nous exhorte à faire un tas de choses pour être des gens bien, en fait. Et que c'est vrai que c'est pas toujours facile de le faire. Sachez que de forcer notre nature, parce que en vérité, regardez, notre nature, une des grandes parts de notre nature, c'est par exemple d'être muet par la voie du moindre effort. Le cerveau cherchera toujours la voie du moindre effort pour s'économiser. Et ça a des conséquences. C'est ce qui parfois va faire qu'on préfère l'appel moelleux, soyeux, sympathique et enchanteur du canapé plutôt que celui de sa paire de baskets. Je crois que Nike avait vraiment tout compris quand ils ont développé ce slogan « Just do it ». Parce qu'ils ont compris qu'à un moment donné, il y a des choses que tu dois faire, fais-les. Just do it, vas-y, fais-les. Oui, mais tu comprends, parce qu'en ce moment, fais-le. Non, mais j'ai des choses, fais-le. Tu mets tes baskets et tu commences à courir. Et tu vas voir que quand tu vas être dans le mouvement, tu n'auras pas envie de t'arrêter. La bonne nouvelle aussi, c'est que quand tu auras terminé le mouvement, tu seras fier de toi et tu auras envie de le refaire. Même si tu souffres. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être au top, en vrai. C'est pas facile d'être tout le temps le meilleur des époux ou des épouses, le meilleur des pères, des mères. C'est pour ça qu'il y a des pervers. Ça fatigue. Tout ça pour vous dire une chose, c'est que quand on veut réussir dans la vie, particulièrement quand on veut réussir aussi dans la vie entrepreneuriale, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Ce qui sous-tend deux choses. D'abord, être très au clair sur le type d'effort que vous devez réaliser. Vous savez, on a toujours dit dans la vie de David Lefrançois, l'important c'est d'être centré sur l'important. L'important c'est d'être centré sur l'important. La question c'est qu'est-ce qui est important ? Parce que moi, franchement, l'appel du canapé et du repos après une fin de journée, ça me semble vachement important. Vrai ou pas ? Non, il y a des moments, il y a plein de choses. Glander, ça peut être une stratégie vachement importante. Parfois même salutaire. Donc la vraie question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui est vraiment important dans une vie ? Il y a aussi une chose qu'il faut se poser comme question, c'est le lien entre l'importance et l'amour. Parce que pendant des années, je me suis posé cette question aussi fondamentale, c'est comment je sais que j'aime une personne,
une matière, un lieu, un objet. Comment je sais que ça, je l'investis d'amour? Parce que je lui donne de l'importance. Vous verrez que les personnes que vous aimez, elles sont importantes à vos yeux. Vous verrez que les objets que vous adorez, vous les considérez comme importants à vos yeux. Ce petit bracelet qui m'a été offert par la fille d'une maman qui est sur ma droite là-bas, il a de l'importance. À mon avis, la vérité, coût de fabrication, entre 0,4 et 0,5 centimes. Alors après, il y a les frais de route. C'est vrai que Marie-Laure, elle est venue en chaise roulante jusque depuis le sud de la France. Ça rajoute à la valeur. Ok ? Maintenant, le cœur et l'amour que cette petite, elle a investi dans le bracelet, combien ça vaut? Et c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un objet, vous lui donnez de l'importance, vous lui donnez de la valeur, à ce moment-là, ça veut dire qu'il est marqué de quelque chose qui s'appelle l'amour. Donc la question aussi que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je teinte d'amour dans ma vie? À quoi vous donnez de l'importance? À quoi vous donnez de l'amour? Est-ce que vous mettez de l'amour dans ce que vous faites? Est-ce que vous mettez de l'amour dans ce que vous êtes? Est-ce que vous mettez de l'amour dans la relation que vous avez avec les autres? Est-ce que vous mettez de l'amour dans la relation que vous organisez et structurez avec vos clients? Je ne cesserai de le répéter, il y a deux grandes forces qui muent l'être humain. L'amour et son contraire, la peur. Ça veut dire que chaque fois que vous n'investissez pas de l'amour dans un domaine, la seule chose qui pourra ressortir de tout ça, c'est de la peur. Et cette peur, elle va s'exprimer à travers de multiples facettes. De l'appréhension, de l'anxiété, parfois de l'angoisse, parfois de la dépression. Oui, la dépression est un phénomène du continuum espace-temps qu'éveille la peur dans un mode de fonctionnement neurologique. Ça renvoie encore une fois à la notion de pouvoir. Dans quoi j'investis de l'amour dans ma vie? Et c'est important de ne pas se tromper. Parce que parfois, tu vas investir de l'amour dans des endroits qui ne sont pas nécessaires. Ou qui ne sont pas justes dans la façon dont tu investis l'amour. Il y a une chose qui est très intéressante. Comme vous le savez, je suis juif et je vis en Israël. Et j'aime bien ce statut. Même si ça dérange un tas de gens, je sais qui je suis, je sais où je vis et je sais avec qui je vis. Il y a une chose qui est très importante dans cette culture, c'est le travail sur ce qu'on appelle les midotes. Les midotes, c'est ce qu'on appelle les traits de caractère. Et on te dit que pour être une belle personne, tu dois travailler sur tes midotes, à savoir tes traits de caractère. Et c'est intéressant parce que le mot mida, une mida, des midotes, une mida, le mot mida, en hébreu, ça veut dire deux choses. Ça veut dire caractère, trait de caractère, et ça veut dire aussi mesure. Et croyez-moi, ces deux significations ont une véritable résonance. Parce que c'est important de mettre de la mesure dans vos traits de caractère. Vous avez le droit d'être en colère. Parfois, la colère, c'est légitime. La colère, c'est juste l'expression qu'une autre personne a froissé l'une de mes normes de vie. Donc la colère, elle est légitime. Mais si tu ne mets pas de mesure dans ta colère, tu feras partie de ces personnes qui, au moindre coup de klaxon, sortira de la voiture, ira frapper une autre personne,
la blessera mortellement et finira une partie de sa vie en prison. Et la personne te dira « Mais vous savez pas, je ne voulais pas. Je n'en avais pas l'intention. » Tu as juste eu un problème de mesure. Hey, de vous à moi, on est tous un peu feignants. D'accord ? Un truc, il y a parfois dans la vie, tu as la flamme, puis parfois tu as la flemme. Pas grand-chose de différence. Tu vas t'apercevoir que la flamme, c'est parfois plus difficile à voir que la flemme. Donc on a le droit d'être feignant, on a le droit de temps en temps de se dire « j'ai besoin de repos ». Une fois encore, est-ce que tu mets de la mesure là-dedans ? Je regardais la dernière fois un vieux reportage américain. J'étais lié à un des docteurs que j'accompagne en neurosciences, travaillait sur les incestes. Et il m'a demandé de regarder une vidéo, donc je regardais cette vieille vidéo. Et c'était très intéressant qu'une personne interrogée sur son inceste, disait « Mais vous savez, je l'aimais. » Il n'y a pas de mesure. Ça veut dire que si tu ne mets pas de la mesure, même dans les choses positives, tu as un problème. Le plaisir, franchement, qui aime kiffer ? Alors, qui n'aime pas du tout kiffer ? Vous savez, hier, j'ai discuté avec une personne que j'aime beaucoup et je lui disais, est-ce que tu peux imaginer un monde où il n'y aurait pas de plaisir ? Imaginez que demain, il y a un nouveau virus. Oh, ça va, vous êtes habitués maintenant. Il y en a plein des nouveaux qui débarquent chaque semaine, des Indiens, des trucs. Maintenant, chaque pays invente le sien. Ils sont lourds en termes de créativité. Vous ne pouvez pas laisser les Chinois. Non, maintenant, ils copient les Chinois. Imaginez qu'il y a un virus qui débarque demain et que le plaisir n'existe plus sur cette planète. Essayez juste d'envisager une vie sans plaisir. Bon, d'abord, vous ne seriez pas là. Ensuite, je pense qu'on boufferait des croquettes. Bah oui, aucun intérêt de se faire plaisir à faire des grandes bouffes. Les croquettes, c'est très bon, les croquettes. Je vous recommanderais 2-3 marques. Je connais bien. Il n'y aurait plus d'art. La musique n'aurait aucun intérêt. Je pense que nous aurions un vrai problème de reproduction. Bon, alors il y a peut-être le mode guerre du Golfe qui pourrait se réveiller en passant comme ça devant un ruisseau, mais le monde repose et tourne, et notre vie tourne autour de la notion de plaisir. Mais une fois encore, si tu ne mets pas de la mesure là-dedans, eh bien le plaisir sans conscience, c'est plus du plaisir, c'est de la compulsion. Ça veut dire une fois encore que notre vie tout entière se passe à travers le fait de faire des choix et de mettre de la mesure dans nos actes. Donc ça, c'est très important de comprendre que chaque personne, chacune d'entre vous, chacun d'entre vous, il y a des traits de caractère qui vont vous permettre de réussir et d'autres qui peuvent vous propulser dans l'échec. Vous avez intérêt de faire extrêmement attention à ça. Parce que on ne parle pas assez dans cet univers du développement personnel de la logique de traits de caractère. On a tous, par exemple, j'ai un caractère colérique. Moi, je peux paraître cool comme ça. En vrai, je suis cool. Je suis cool jusqu'à un certain moment où je le suis moins. Puis il y a des moments où je le suis plus du tout. Et c'est important, par exemple, cette colère, que j'ai appris à l'exprimer sans agressivité. Alors naturellement, il y a le passé derrière, il y a des choses, tout ça. Ma conviction, c'est qu'on peut changer les choses toujours que dans le présent. Tu peux aller faire un tour dans le passé pour essayer de le comprendre, pour analyser, pour intégrer peut-être.
Va dans le passé pour comprendre. Mais crois-moi, tu ne répareras jamais rien dans ton passé. La seule chose que tu peux faire, c'est construire dans le présent pour fabriquer ton futur. Steve Jobs le disait très bien, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Mais tu ne peux l'inventer que dans le présent. Mais vous devez faire très attention à qui vous êtes. Il y a une part de vous qui souhaite éperdument réussir. Et il y en a une autre qui ne le souhaite pas. Ça veut dire que, je vous le dis, tous les êtres humains de cette planète ont des caractères qui vont vous aider à grandir, à avancer, à évoluer. Et ils ont aussi des traits de caractère qui vont les tirer vers le bas. La question, c'est, en avez-vous conscience ? Et c'est important aussi de comprendre la logique de mesure. Parce que, par exemple, je parlais du plaisir, mais si tu ne mets pas de la mesure dans le plaisir, tu es un candidat à toute forme d'addiction. Après, tu choisiras celle qui te convient. Maintenant, les addictions, elles sont toutes extrêmement faciles en termes d'accès. Que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue. Alors, la pornographie, vous savez que l'addiction sexuelle va passer cette année comme la première addiction mondiale. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est un drame ce qui est en train de se passer. Parce que le monde, il a changé aussi par rapport à ça. Ma génération, c'est pas celle d'aujourd'hui. Et franchement, pour ceux qui ont, dans ma tranche d'âge, est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous avez vu un film pornographique ? Alors je sais, vous n'en avez pas vu, vous ne regardez pas ces choses-là parce que vous faites du développement personnel. Admettons. Moi, il faut que je vous raconte. C'était un véritable commando. C'est-à-dire qu'il y avait un pote qui était missionné pour trouver un magnétoscope. À l'époque, c'était du Betamax. Ça va rappeler des mémoires. Il y avait un pote qui devait nous assurer qu'il n'y aurait personne chez lui. Un autre qui était capable de faire le branchement. Et enfin, qui avait un oncle qui avait une cassette pornographique. Tout ça dans un créneau horaire organisé le mercredi après-midi entre 14h30 et 16h30. On est chaud patate, hein, je vous le dis pas. Là, on est au taquet, on parle de ça toute la semaine. Bon les gars, t'es ok, t'es à la mission et tout. Qu'est-ce que je ramène ? Ramène des pop-corn, mais je sais pas ce qu'on va en faire. Et enfin bref, on se retrouve à plusieurs potes. Et franchement, je sais que ça ne sortira jamais de la NBS. On se retrouve à plusieurs potes et à un moment donné, l'image se lance sur l'écran. Avec un espèce de jingle. À l'époque, la production est allemande. Et tout d'un coup, on voit une grosse teutonne, les jambes écartées avec un Jackson 5 entre les jambes, en train de crier « Ah, Jacke, ich komme, ich komme !» Et là, je sais que dans les regards de tous mes potes, on est en train de vivre un traumatisme. C'est-à-dire qu'on se dit, ça peut pas être ça, les gars. Et toi, quand même, de réfléchir que ta mère est autrichienne. Je t'explique même pas le soir, quand tu manges ta soupe, et que ta mère, elle commence parfois à avoir un petit accent allemand. C'est une angoisse totale. Maman, tu faisais quoi il y a longtemps ? Comme métier avant d'être expatrié, j'ai très très peur. T'as jamais travaillé dans le cinéma ? Jamais. Une horreur. Aujourd'hui, en 4 clics, ils tombent sur des bombes atomiques qui vous font faire des trucs avec des acrobaties incroyables. Non mais quelle souplesse ! Cette nouvelle génération, quelle souplesse ! Et en fait, un truc... Alors, la femme, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais le problème, c'est que c'est en train de devenir la norme de la sexualité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le rapport au plaisir de toute cette jeune génération-là, il est complètement différent. Et si on n'est pas capable de mettre de la mesure, et si on ne communique pas dans ce sens, on va avoir
des générations complètes qui vont planter leur couple parce que quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas avoir une sexualité normale. Parce que les référents qu'ils auront sont des référents qui sont complètement en dehors de toute forme de tendresse, de respect, du sens du sacré et de la beauté. C'est la raison pour laquelle vous devez mettre de la mesure dans ce que vous êtes. D'accord ? Ça, c'est la première des choses. Comprendre d'abord que ce que vous êtes est votre plus grande ressource et vous êtes également votre plus grand ennemi. Posez-vous la question, si j'ai un trait de caractère chez moi, une facette de ma personnalité qui ne me convient pas et qui pourrait, à moyen, long terme, m'emmener dans le mur, c'est laquelle ? Et si vous avez une réponse à cette question, vous devez faire de cette facette votre personnalité et de cette facette votre priorité. D'ailleurs, c'est intéressant ce mot « facette » parce qu'elle se renvoie à quelque chose qui est le monde du diamant. Alors, regardez. Vous trouvez un diamant brut au cœur d'une grotte de l'Amazonie. D'abord, en tant que tel, potentiellement, il a une valeur, mais en tant que tel, c'est moche. C'est-à-dire que là, maintenant, quand vous le tenez, il n'a pas trop de valeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tailler. Et en fait, plus il va y avoir de facettes, plus le diamant, il aura de la valeur. Maintenant, comment on taille le diamant ? Grâce à un laser. D'abord, le laser, c'est votre propre conscience. Et ensuite, les facettes, c'est les différents plans de votre personnalité que vous devez travailler et renforcer pour pouvoir construire quelque chose d'une grande valeur. Alors vous allez me dire, David, mais quel rapport avec l'entrepreneuriat ? Tout. Parce que quand on est entrepreneur, votre entreprise, elle repose sur qui vous êtes. Toutes les décisions que vous allez prendre seront le fruit de votre intelligence. Toutes les décisions que vous allez prendre seront le fruit de votre conscience. Toutes les décisions que vous allez prendre seront le fruit de vos compétences, de vos peurs, de vos valeurs. Tout ce que vous allez produire, faire, dépend de qui vous êtes. C'est la raison pour laquelle la priorité de votre vie doit être de vous concentrer sur qui vous êtes et d'améliorer en permanence, votre conscience et de focaliser cette conscience pour qu'à un moment donné, vous ayez la certitude que chaque point de votre personnalité est travaillé. Votre discipline. Parce que pour être un entrepreneur, il faut être discipliné. La gestion du stress. Vous savez, le stress qu'on a quand on est entrepreneur, de réussir, d'échouer, de produire, de donner un bon service, de donner un bon produit, d'assurer une bonne relation commerciale, de mettre en place des super tunnels de vente. Tout ça, ça demande beaucoup de stress. Autre chose, je vous dirais que la performance, qui est une obligation, je vous le dis en tant qu'entrepreneur, vous devez être performant. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les seconds rôles. C'est terminé. D'abord parce que le marché se structure assez vite. Ensuite, comme je vous le disais ce matin, c'est qu'il n'y a plus aucun marché de complaisance. Tous sont rentrés dans l'hyperconcurrence. Voilà. Avant, si on remonte juste 30 ans en arrière, quand une entreprise lançait un produit innovateur et que ça faisait un carton, parfois il fallait attendre jusqu'à 5 ans pour qu'on ait une concurrence assez sérieuse. Aujourd'hui, dans certains secteurs, c'est moins de 5 mois, et dans d'autres, comme le textile, c'est moins de 5 jours. C'est-à-dire que quand Zara va sortir une collection, H&M peut sortir exactement la même, voire plein de petits entrepreneurs indépendants à la vitesse de l'éclair. Donc ça veut dire que tu dois en permanence te renouveler. Donc je voudrais juste vous interpeller aujourd'hui sur le fait que oui, vous êtes votre plus belle ressource et oui, vous êtes aussi votre pire ennemi. Maintenant,
comme disait Sun Tzu, l'art de la guerre, sois proche de tes amis, encore plus proche de tes ennemis. Plus vous serez en stratégie d'évitement par rapport à votre zone d'ombre, par rapport à ces traits de caractère que vous n'aimez pas chez vous, plus vous voudrez les nier, plus vous allez vouloir les éviter, et plus vous allez vous vautrer. Parce qu'ils prendront de la valeur, parce qu'ils prendront de l'importance. Donc la première des choses que je vous demanderai en tant qu'entrepreneur, c'est d'être lucide. D'être lucide sur le fait que chacun d'entre vous, vous avez des qualités exceptionnelles. Des qualités qui ont été glanées à travers vos expériences, à travers votre éducation, à travers les différentes transmissions qui ont été le fruit de parcours différents que vous avez reçus. Mais il y a aussi quelque chose qu'on vous a transmis ou quelque chose que vous avez développé qui peut vous faire perdre pied demain. Et plus vous serez dans le fait de nier ça chez vous, et moins vous réussirez. Jung disait ça très bien. Jung disait, si vous êtes conscient de la part d'ombre qui est la vôtre, et que vous travaillez sur celle-ci, non seulement vous ferez acte de réussite, car c'est un acte de foi, mais ensuite, vous offrirez à ce monde et à l'humanité le plus grand type de développement que vous pourriez lui apporter. C'est vrai que moi je suis de confession jungienne, et Jung avait un rapport à la part d'ombre qui était assez exacerbé. Mais je trouve ça bien parce que s'il criait haut et fort que chacun avait une part d'ombre, il criait haut et fort aussi que cette part d'ombre, elle avait un usage et qu'elle était là pour nous faire avancer. Et je vous le dis, il n'y a jamais de lumière sans ombre. Et même si vous avez été en contact avec des personnes fabuleuses, lumineuses, malgré tout ce qu'elles vous ont transmis de beau, elles vous ont aussi transmis leur part d'ombre, à travers leur peur. Ton ombre, c'est la partie de toi que tu n'aimes pas et que tu ne veux pas que les autres voient. Alors pas vous, vous êtes parfaits. Mais quand même, on a tous un petit truc qu'on veut cacher. Un petit truc qu'on n'aime pas. Dites-moi, imaginez qu'il y ait une nouvelle technologie, et nous l'avons, qui permette de focaliser sur chacun d'entre vous et de projeter à l'écran ce que vous voulez cacher dans votre vie. Est-ce que vous resteriez dans la salle ? Pas moi. Moi, je m'en vais. Parce que je n'assumerai pas. Voilà. Non, et c'est OK d'avoir une part d'ombre. C'est OK de ne pas être parfait. Il n'y a rien de plus chiant que quelqu'un de parfait. Vrai ou pas ? Non, votre but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'avoir des aspérités. Dans un tableau, c'est l'ombre qui fait la lumière. C'est grâce à l'ombre qu'on fait révéler l'image. C'est OK d'avoir une part d'ombre. Mais c'est important d'être conscient et lucide que cette part d'ombre, si vous ne travaillez pas dessus et si vous ne lui offrez pas un peu de conscience, ça va prendre tout le pas. Parce qu'on a tous des désirs inconscients, on a tous des désirs enfouis, on a tous des peurs, des craintes qu'on cache derrière nos comportements, derrière cette personnalité. C'est OK. Mais vous devez là, en tant qu'être humain, et encore plus en tant qu'entrepreneur, d'être très au clair avec ça. Parce que ce n'est pas l'envie de réussir qui vous fera échouer, c'est votre part d'ombre. C'est le fait que vous n'avez pas osé au moment où vous auriez dû le faire. C'est le fait où vous n'avez pas osé exposer votre image quand on vous l'a demandé et quand on vous en a offert l'opportunité. C'est le fait d'être peut-être trop feignant, alors que vous savez pertinemment que vous aviez la force, l'énergie, la créativité et le talent pour le faire. Ce qui s'appelle au passage la médiocrité. C'est votre zone d'ombre qui va vous faire flancher. Donc s'il n'y a pas un mec qui débarque un jour pour vous dire « Hey, cette part-là, il faut vraiment la regarder en face. » Parce que cette part-là, elle est capable de planter ta vie. Mais franchement, il y a des précédents dans l'histoire. Hein. OK ? Un jour, Adam, Ève,
Club Med. Ils s'inscrivent à un Club Med qui s'appelle Paradise Island. Ils sont accueillis par le géo. Ça va les gars, pop, pop, pop. Bonjour Eve, bonjour. On m'appelle Dieu ici, ça va? Ok. All inclusive. All inclusive, il y a du kitesurf, il y a du jet ski, il y a la nage avec les requins. En ce qui concerne la bouffe, à volonté. Il y a les arbres, il y a les trucs, il y a des buffets là-bas, all inclusive. Juste une chose, il y a un arbre là-bas qu'une pomme. Alors vous avez des mangues, vous avez des goyabes, vous avez tout. Hein. Là, il y a une pomme. Il y a des pommes là-bas aussi si vous voulez, hein, mais là il y a une pomme. Juste cet arbre-là, vous y goûtez pas. C'est interdit. Ok. Alors, Adam, il va parce qu'on ne sait pas, mais à l'époque, ils avaient des super cours de kitesurf. Donc Adam, il fait du kitesurf comme ça. Et puis il y a Ève qui est sur le transat. Et puis d'un coup, il y a un serpent qui passe. Et Ève, je pense qu'elle était un petit peu blonde, comme ça. Ève était totalement blonde. Excuse-moi, une femme qui parle à un serpent, il y a un moment donné, les gars, logiquement, dans le réflexe, tu te casses. Elle parle. Oh, tiens, un serpent! Mais comment ça vas-tu? Le serpent, c'est... Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je bronze, j'attends mon mec là-bas, il s'est mis au kitesurf. Pas mal. Et tu fais quoi sinon de sympa? Je bronze. Et pourquoi tu fais pas un truc qui est sympa? Je bronze. Non, mais un truc qui est plus sympa que le bronzage. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu pourrais manger une pomme. Mais non, parce que l'organisateur, il a dit que c'était interdit. Il a dit que c'est interdit, tu sais pourquoi? Non, parce que c'est un arbre spécial. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et que si tu croques la pomme, tu es capable de tout savoir. Ça veut dire qu'en fait, je te le dis de toi à moi, l'organisateur, il a peur que tu en saches autant que lui. Et elle est là avec ses boucles blondes comme ça, elle fait « Ah ouais. 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 Ah ouais. Ah ouais. Hey. Croque un croc. Comme ça, si tu croques un croc, on prendra une photo et un jour, on fera un logo pour une grande marque. Ouais, d'accord. Ouais, j'aime bien cette marque. Elle y va, elle croque la pomme. Il y a le patron qui débarque, il fait « Bon là, oh, là vous respectez pas rien, donc tu prends ton mari dès qu'il a terminé son cours de kite, et vous sortez et vous allez dans un autre Club Med. » Et à partir de là, il y a eu des embrouilles. En fait, on dit que le serpent incarné par le Satan incarné par le serpent. Pourquoi Satan? Parce qu'en fait, Satan, il s'attend à ce que tu fautes. C'est pour ça qu'on l'appelle Satan. Comment il te fait fauter, Satan? Grâce au doute. Alors écoutez-moi bien, mes petits chéris. Il n'y a rien de pire que le doute. Chaque fois que vous mettrez du doute dans votre œuvre, chaque fois que vous mettrez du doute dans l'autre, chaque fois que tu mettrais du doute en vous, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que vous mettez un pas dans un long chemin qu'on appelle l'échec. Vous devez profondément être au clair avec votre force de conviction. Tu fais les choses ou tu ne les fais pas dans la vie.
Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais « just do it ». Choisissez ce que vous devez faire et faites-les. Et ne laissez rien ni personne vous arrêter. Vous avez décidé de rentrer dans une voie qui s'appelle la voie entrepreneuriale. C'est génial. D'abord, c'est génial parce que c'est une voie de liberté. C'est une voie de liberté. C'est, je crois, aujourd'hui la dernière des libertés à s'offrir que de pouvoir organiser la structure de son temps professionnel. C'est génial. Est-ce que c'est risqué? La réponse est oui. C'est risqué. Parce qu'entreprendre, c'est toujours prendre un risque. De se tromper, de faire des erreurs. C'est pas grave. Je vous le dis, des erreurs, vous en ferez. De prendre des risques, c'est important. Ne vous mettez jamais en danger. Faites bien la distinction entre les deux, parce que ça aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont perdu leur vie entrepreneuriale et qui s'en remettront peut-être plus jamais parce qu'ils ont confondu le risque et le danger. Je me mets en danger si, lorsque je fais quelque chose, si je perds tout. Là, je me mets en danger. Je prends un risque si ça ne fonctionne pas, je ne perds pas tout. Je pourrais toujours continuer à avancer. Donc je vous le dis, prenez un maximum de risques. Mais ne vous mettez jamais en danger, ça ne sert à rien. Travaillez sur vous, faites attention à qui vous êtes. Faites attention à qui vous êtes. Parce que parfois, prenons la gentillesse. Parce que vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais même les gentils méritent de réussir. D'accord? Mais fais attention à ta gentillesse. Mets de la mesure dans ta gentillesse. Vous savez, parfois on dit gentillesse égale faiblesse. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont trop gentilles. Mais tu peux aussi te poser la question, c'est quelle est la raison profonde pour laquelle cette personne, elle est gentille? Est-ce que c'est une vraie gentille? Ou est-ce que, à travers la gentillesse, elle s'achète une image permettant d'être aimée par les autres? C'est là où il faut mettre de la mesure. Tous les traits de caractère sont bons si tu les mesures. C'est important d'être autoritaire. Moi, je travaillais avec plein de chefs d'entreprise, la plupart d'entre eux sont des gens autoritaires. Ils décident, ils tranchent. D'ailleurs, décider, ça veut dire trancher. Mais s'il ne met pas de la mesure dans son autorité, il rentre dans l'autoritarisme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que même quand on voit les guerres de religion, les choses, les gars, mettez de la mesure dans ce que vous êtes, dans ce que vous croyez et dans ce que vous prônez. Mettez un peu de mesure. Parce que tant que tu penseras que ta voix est vraie à 100%, on est mort. Si tu penses que c'est vrai à 99%, laisse ta part de mystère. Mettez de la mesure dans ce que vous êtes. Mais faites attention à vos travers, à vos points de manque. Et la vérité, entre nous, on peut raconter n'importe quoi aux autres, on sait qui on est. Vous savez, le fameux « connais-toi toi-même », on se connaît. Avec un tout petit peu d'objectivité et 2-3 questions, il est très facile de savoir qui on est. Surtout de savoir quels sont mes travers. Mais si vous ne travaillez pas dessus, si par exemple, vous ne vous êtes pas suffisamment investi dans l'entreprise dans laquelle vous étiez, ils vous ont viré. Et vous dites, allez, moi je m'en fous, de toute façon j'ai toujours voulu être entrepreneur. Chouchou, si tu ne travailles pas sur ta fainéantise, ce qui s'est produit dans cette entreprise se produira dans ton business. Et cette fois-ci, tu ne pourras pas accuser les autres. C'est la raison pour laquelle je dis toujours à toutes les personnes que je coach, je vais leur dire 2 choses. D'abord, 1, vous êtes le premier responsable de tous les résultats que vous obtenez dans votre vie. Et vous ne devez accuser ni les autres, ni les circonstances, ni même les astres. Parce que, expérience. Ça, c'est la condition qui est une condition sine qua non. La deuxième chose que je vais faire, d'entrée, je travaille sur leur sphère de responsabilité. Ça aussi, c'est extrêmement important. Je veux que vous partiez ce soir et que ce soir, peut-être chez vous, à l'hôtel ou là où vous êtes, vous preniez un instant pour vous dire « c'est quoi mes grandes responsabilités dans ma vie ?» En tant que dirigeant d'entreprise, j'ai des responsabilités. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous disais, l'important,
c'est d'être centré sur l'important. Vous vous rappelez de ça ou pas? Ok, l'important, c'est tes responsabilités. S'il y a une chose que vous devez travailler, clarifier et organiser et structurer, ce sont vos responsabilités. Je vais même aller plus loin. Tout votre emploi du temps, tout ce que vous êtes, ce que vous faites, l'organisation de votre vie complète doit se faire en retour à vos responsabilités. Par exemple, en tant que dirigeant, j'ai plusieurs responsabilités. J'ai une responsabilité d'abord en termes de qualité de produit et de service. Ça, c'est la première des choses. Dans la vie, il y a servir et se servir. Mais trop souvent, les gens, ils confondent se servir. Tu as le droit de te servir. Tu as le droit de te servir sur le servir que tu apportes. Vous êtes clair? C'est clair pour vous, tout le monde? Ok. Tu as le droit de te servir. Un entrepreneur, il doit gagner de l'argent. Mais tu dois gagner de l'argent sur une qualité de service et de produit irréprochable. Je ne sais pas où j'en suis par rapport à mes confrères. La vérité, je ne les suis pas trop. Mais il y a une chose, c'est que chaque année, moi, j'améliore mon produit. Chaque année, dans ma formation de coach, par exemple, je me pose la question, c'est qu'est-ce que je peux apporter de différent, de renforçant? Les personnes qui sont formées il y a 10 ans, 20 ans, ils ont toujours accès à l'espace e-learning pour se former en continuel, sur lequel je rajoute des formations en permanence. Je vais améliorer, je vais écouter mes clients, je vais rajouter des training zones, je vais rajouter plein de choses. Je vais produire un service de mieux en mieux. Et j'ai des équipes, grâce à Dieu, qui sont tellement sympas, tellement exceptionnelles. Franchement, j'ai la chance d'être extrêmement bien entouré. Avec des personnes qui pensent comme moi, qui pensent qualité, qui ont une conscience supérieure et un amour pour ce qu'ils font. Je sais que j'ai Lucie dans cette salle, qui est avec moi, qui est la gérante et la directrice de l'Institut des neurosciences ici en France. Sans elle, l'Institut ne fonctionne pas. Sans elle, je n'ai pas la réussite que j'ai aujourd'hui. C'est important que vous compreniez ça. Ça veut dire que j'ai une responsabilité en termes d'apport productif, mais j'ai aussi une responsabilité en termes de management. Avec mes équipes, ma proximité, m'assurer qu'elles aillent bien, que les personnes avec lesquelles je bosse soient heureuses de bosser dans cette entreprise. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont essayé de débaucher mes collaborateurs, ils peuvent essayer de venir. Hein. Je suis sûr d'une chose, c'est si mes collaborateurs ils partent demain, ce ne sera pas à cause de ça. Pas à cause du salaire en tout cas. C'est juste important de comprendre que j'ai des responsabilités. Donc j'ai une responsabilité de produit, de service. J'ai une responsabilité managériale. J'ai une responsabilité en termes de gestion administrative. C'est ce qui me pèse le plus. Une fois encore, je m'entoure, je fais des choses. D'accord? Mais j'ai cette responsabilité-là. Et si je ne m'en occupe pas, je vais avoir des problèmes. J'ai une responsabilité commerciale. À moi de me tenir au courant sur les dernières techniques avancées pour mieux me faire connaître. Par exemple, j'ai choisi un vecteur qui s'appelle YouTube pour me faire connaître. Ça marche plutôt pas mal. Mais ça marche pas mal parce que chaque semaine, j'apporte entre 2 à 3 vidéos nouvelles que je vais essayer de produire comme une réponse à mon marché. À moi de faire évoluer les choses. À moi d'être à l'écoute de mon marché. Est-ce qu'on a un bon tunnel de vente? Est-ce que l'accessibilité au produit est bien faite? Je vous rappelle que chaque fois que votre client il fait un effort pour comprendre votre offre, vous le perdez. Un effort client en plus, c'est 1 kilo euro en moins. C'est la règle. Ça veut dire que ça, là, ce sont mes responsabilités professionnelles. Maintenant, j'en ai une autre, toujours professionnelle. J'ai une responsabilité en termes de kiff. Imaginez que je suis le formateur principal et que j'aime plus ce que je fais. Vous pouvez imaginer les conséquences que ça pourrait avoir sur tout le reste? C'est mon devoir de me passionner et de continuer à me passionner pour ce que je fais. Et c'est pour ça que régulièrement, je peux prendre un coup de sang et puis changer complètement la façon dont je vais donner une formation, juste pour être sûr que je ne m'ennuie plus. C'est juste important de comprendre que ça, là, ce sont des responsabilités. Donc, puisque ce sont mes responsabilités, je les organise dans mon emploi du temps. En termes de management, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas contacté un de mes formateurs ou l'une de mes formatrices. Je vais lui passer un petit coup de fil, un petit message, comment ça va? Est-ce que je peux me mettre en assistance? Blablabla, tac. En termes de produits, tiens, qu'est-ce que je pourrais... Tiens, la dernière fois, il y a une stagiaire qui m'a dit un truc, c'était vachement intéressant. Je vais voir ce qu'on peut faire.
tous les services et anticiper ce qui vous arrive. Lors de la dernière NBS, quand j'étais ici, là, on arrive le jeudi soir, on est en train de tout organiser, ils envoient une requête sur les tours Azrieli à Tel Aviv. Mon épouse était là-bas seule, mon autre fils était dans la rue, enfin bref, moi je suis un petit peu en panique et la vérité, je ne sais pas quoi faire. Je suis très partagé. Je vais voir Yannick, je dis écoute Yannick, je t'explique. S'ils envoient encore des requêtes sur Tel Aviv, je vais être obligé de repartir demain. Je ne peux pas laisser ma femme seule là-bas, tout seul, sous un champ de requêtes. C'est impossible. Donc, je te trouverai quelqu'un pour me remplacer, machin truc et tout. Donc Yannick, tout de suite, il dit écoute David, mon gars, c'est ta priorité, vas-y, non. Il s'est avéré que la nuit, l'armée a fait ce qu'il fallait faire. Le lendemain matin, j'appelle mon épouse, est-ce que tu veux que je rentre? Elle me dit non, vas-y, reste dans ta mission, c'est calme ici, il n'y a aucun problème, vas-y, bouge. Mais moi, quand même, j'ai entendu un mot. Peut-être qu'Israël va fermer les frontières. Bon, on passe la NBS, on passe des super moments, mais quand même, dans ma tête, je me suis posé la question, si demain, je suis en Israël et que les frontières sont fermées, je ne peux pas me déplacer pour donner des formations à mes clients, je fais comment? Du coup, j'ai appelé mes assistantes, j'ai appelé tout le monde, j'ai appelé Lucie, j'ai dit voilà, à partir de maintenant, captation sur toutes mes formations. Systématiquement, quand je donne une formation, il y a une caméra ou 2 caméras, vous envoyez la cam, super son, on va tout dupliquer et je veux que la formation, on puisse la migrer online comme ça. Vous savez, enfin peut-être pas, mais c'est très compliqué de demander ça en termes d'organisation quand déjà tout est rodé. D'accord? À la fin décembre 2019, on a eu beaucoup de demandes et j'ai décidé de faire un test, de sortir la formation online. On avait mis en place des nouvelles procédures que j'avais observées du travail qu'on avait fait avec les Canadiens, avec les Québécois, avec notamment Martin. Et je me suis dit, tiens, on tient un truc pédagogique sympa. Il y a des personnes dans tout le monde qui m'ont toujours dit, je rêverais de me former, mais de venir à Paris, c'est trop de frais et tout ça. Donc, je fais un essai et on dit, OK, on va sortir une formation online. Est-ce que ça vous tente? Décembre 2019, un carton. Pendant la formation, figurez-vous qu'il y a une chauve-souris qui a un rapport sexuel avec un pangolin. Après ça, le monde s'arrête. Et il y a un tas de personnes qui ont commencé à se dire « j'ai du temps devant moi, et si je me formais à ce qui me passionne le plus ?» C'est la raison pour laquelle cette année, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Et on améliore tout le temps. Tout ça pourquoi? J'ai doublé mon chiffre d'affaires parce que j'ai eu le souci de mes clients. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai eu le souci que si demain je ne puisse pas me déplacer, ils aient quand même l'information que j'ai envie de leur transmettre. Donc il y a certaines personnes qui vont dire « Waouh, David, t'as réussi à... Attends, tu t'en sors bien, t'as de la chance. » De quelle chance tu parles? Ça n'a rien à voir avec la chance, ça a à voir avec le souci permanent d'être au cœur de ta responsabilité qui est de fournir un produit de qualité. Ça, c'est la première chose. Maintenant, j'ai des responsabilités qui sont des responsabilités professionnelles, mais dites-moi, j'ai des responsabilités personnelles. Ma responsabilité, par exemple, dans mon couple, c'est rendre ma femme heureuse. C'est même la responsabilité numéro 1. Cette femme doit être heureuse, c'est mon job. Alors, peut-être que je suis à l'ancienne, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça me va en termes de vision du monde. Mon job à moi, c'est de m'assurer que les besoins de mon épouse soient OK. Ensuite, j'ai une responsabilité en termes d'éducation. Du suivi, par exemple, de la scolarité de mes enfants. Maintenant, vous savez quoi? J'ai une responsabilité aussi physique et énergétique. Parce que pour mener tout ça à bien, là, j'ai intérêt d'avoir une bonne alimentation, j'ai intérêt d'avoir un physique alerte, de l'entraîner, ce corps. Parce qu'en plus, j'ai besoin de l'entretenir, me mettre en énergie, me mettre en mouvement. J'ai besoin d'avoir un sommeil de qualité. Ça fait partie de ma responsabilité personnelle, de ma santé. Ça veut dire que quand je vais organiser mon emploi du temps, un coup je mets du management, mais par exemple le matin, tous les matins, quand je suis à Tel Aviv, en tout cas, tous les matins, j'ai un prof qui vient me donner 1 heure de kickboxing.
Et dans ces cas-là, je vais prendre le meilleur. Je me suis posé la question. J'ai fait venir plusieurs mecs. C'est qui le meilleur de tous? De tous les essais que j'ai faits, un monsieur qui s'appelle Michael Penou, un mec génial, 2 fois champion du monde de kickboxing. Au-delà du fait que c'est un tueur et un super pédagogue, c'est un mec en or. C'est un amour. On ne se passe pas une séance sans se marrer. Bon, le problème, c'est que quand je me fous de sa gueule, derrière, même pas mal. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Donc ça, c'est tous les matins. Après, je me dis, bon, j'ai une autre routine. La journée, comprenez que mon métier, c'est d'être en contact avec des gens qui sont pas bien quand même. D'accord? Qui ont des problèmes. Donc le soir, il faut que je lâche. Alors le soir, ou si j'ai le temps, j'y vais à pied. Sinon, je prends un petit coup de moto, je me pose devant la mer et je fais 45 minutes de workout. 45 minutes de sport juste pour moi, juste pour évacuer. Ça, c'est mon arrosage automatique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour moi. Je sais que quand je fais ça, je suis super bien. Je sais que quand je fais pas ça, je suis pas bien. Quand je suis en déplacement, je réduis à 1 entraînement par jour. C'est OK, c'est plus facile à organiser. Mais ça veut dire quoi, ça? Je l'organise. C'est-à-dire que je me pose pas la question de savoir si Michael, il va venir ou pas venir. Ou si je vais faire mon sport ou si je vais pas faire mon sport. Parce que si j'écoute mon travers personnel, vous croyez bien que quand je suis dans la couette le matin, qu'il est 6h30 et que j'ouvre un œil, je dis « on est quand même pas mal ». Puis la rouquine à côté de moi, elle est quand même pas mal aussi. Je resterai bien encore quelques heures. Non mais la vérité, je pourrais trouver un tas d'excuses et un tas d'activités sympathiques. Oh yeah. Ben non, je me lève pour me faire taper dessus. Parce que je sais que l'autre, il va taper à la porte. Il fait son boulot. Mais parce qu'il fait son boulot, moi, je peux être dans ma responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vais mettre tout ce que je peux en arrosage automatique. Mais surtout, je vais m'assurer que ma semaine soit le reflet intelligent de toutes mes sphères de responsabilité. Si vous organisez votre vie tout entière autour de vos responsabilités, que vous avez conscientisé, c'est quoi mes grandes responsabilités dans mon job, et que vous organisez votre temps autour de ça. Ça veut dire qu'il y a des après-midi tout entières, je me pose parfois des après-midi tout entières, par exemple, j'ai une responsabilité en termes de production. Il faut que je produise des vidéos. Donc je les organise dans mon emploi du temps. Un emploi du temps que je peux bouger, mais c'est des blocs. Vous voyez? Ces blocs-là, je peux les bouger, mais quoi qu'il arrive, ces blocs-là dans la semaine, il faut que je les fasse. Je peux les bouger le matin, le soir. Après. Parfois, il y a ma femme qui me dit « écoute, il fait super beau, tu veux pas qu'on passe un petit moment à la plage ?»« Ok. » Il faut que je déplace. Je déplace. Donc, tout ce qui va être mes rendez-vous, tout ça est le fruit d'une seule chose. Ma carte de responsabilité. Et vous verrez que quand vous êtes ici, il y a 5-6 grandes responsabilités qui satellisent chez chacun d'entre vous que vous devez travailler. Soyez au clair avec ces responsabilités. Mettez-les dans votre agenda, affichez-les et découvrez chaque semaine, OK, cette responsabilité, pour que je la vive à fond, qu'est-ce que je dois faire? Et vous prenez systématiquement une action par semaine dans chaque responsabilité. Par exemple, j'ai une responsabilité en termes de recherche et développement. J'ai un temps spécifique dans ma semaine où je vais analyser et lire des études. Et il y a un moment donné, j'avais envie d'en faire plus. Donc avant, ce que je faisais, c'est que je prenais les études et puis je me les traduisais. Maintenant, ce que je fais pour aller plus vite, j'ai pris une personne, je lui dis, voilà, tu as 10-15 études, tu me traduis tout ça, quoi. Ça va plus vite. Mais j'avance, vous voyez ce que je veux dire? Je suis au clair sur tout ce que je fais et comment j'organise. Mais maintenant, écoutez-moi bien. Si vous organisez toute une vie, toute votre vie, autour de votre carte de responsabilité professionnelle, que ensuite, vous organisez aussi votre emploi du temps autour de vos responsabilités personnelles. Si je sais que l'éducation de mon enfant, c'est une de mes responsabilités, je vais le mettre dans ma semaine, tiens, un entretien avec Kenjin. Dis-moi, Kenjin, t'en es où? Tu devais postuler pour plusieurs écoles, où tu en es par rapport à ça? Est-ce que je peux t'aider? Tac, tac, tac. Papa, tout va bien, j'ai choisi le truc, là. Ok, j'ai fait mon taf. Ça m'a pris 5 minutes. Mais j'ai rempli ma responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Ça veut dire que, ça, comprenez que l'urgent d'aujourd'hui, c'est l'important d'hier sur lequel je n'ai pas travaillé. Donc si vous voulez réduire votre stress et prendre en puissance au niveau entrepreneurial, vous devez être très au clair sur 2 grandes choses. La première, c'est d'être très au clair sur vos traits de caractère et ce qui pourrait vous saboter. Je vous en supplie, ne négligez pas ce point-là. C'est là-dedans que vous aurez d'abord, l'identification de ce que vous devez travailler en termes de développement personnel, et 2, c'est là-dedans que vous allez reprendre le plus d'énergie pour passer à un niveau supérieur dans votre vie. Et ensuite, le deuxième bloc, c'est d'être très au clair avec vos responsabilités. Plus vous aurez une vie qui soit le reflet direct de votre carte de responsabilité et personnelle et professionnelle, plus vous aurez une vie qui sera efficace, dans laquelle vous aurez moins d'urgence, dans laquelle vous serez beaucoup plus efficient et dans laquelle, naturellement, vous ne pourrez vivre qu'une seule chose, c'est la réussite. Merci beaucoup. Merci.